Europe Matin, Patrick Cohen. Bienvenue sur Europe, si vous nous rejoignez, voici le journal de Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La société française a-t-elle basculé sur la question des mères porteuses, de la PMA et de l'euthanasie? Les Français disent oui, ils y sont désormais favorables en majorité. C'est ce que montre une étude publiée ce matin. Les autres titres, Sébastien. Le premier frémissement du pouvoir d'achat, la réduction des cotisations sociales prend effet dès ce mois-ci et cela va se voir sur nos fiches de paie dès le mois de janvier, nous dira Nicolas Barré. Emmanuel Macron a téléphoné au président iranien Hassan Rouhani hier soir pour l'appeler à la retenue dans la répression qui frappe les manifestations depuis 6 jours. Coup de froid entre Paris et Téhéran. Jean-Yves Le Drian annule sa visite. La tempête Éléonore qui balaye la France depuis ce matin, plus de 140 km/h sur les côtes de la Bretagne et de la mer du Nord. Nous irons à Dieppe. À suivre également des livres pour transfigurer le paysage en Seine-Saint-Denis. La ville de Bondy s'apprête à ouvrir sa première librairie. Elles sont quasi inexistantes dans les quartiers. Et puis la belle histoire du tout petit poussé de la Coupe de France de foot, Style, dans la vallée de la Bruche en Alsace, 1800 habitants, 8e division. Ils se préparent à accueillir les joueurs de Ligue 1 de 3. 8h15, retour sur la prise de pouvoir des nationalistes corses hier avec notre invité à 8h15, le président de la nouvelle Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Que réclame-t-il à Emmanuel Macron? La France et ses symboles ont-ils déjà disparu à Ajaccio? Est-ce un tournant dans un débat qui déchaîne souvent les passions? Les chiffres que nous découvrons ce matin témoignent en tout cas d'une évolution profonde de la société sur plusieurs questions majeures. Alors que s'ouvrent dans quelques jours les états généraux de la bioéthique, une étude de l'IFOP indique par exemple sur la question du recours aux mères porteuses que 64% des Français y sont désormais favorables. Chanel Petit, c'est une évolution radicale. Oui, parce qu'il y a 10 ans encore, la majorité des Français étaient contre la GPA, mais les débats de ces dernières années, ceux sur le Pacs et le mariage pour tous notamment, ont changé la donne. Les Français se sont renseignés, ils n'ont plus peur de cette pratique. C'est l'analyse de François Ricot, président de l'Association des familles homoparentales. Il faut savoir qu'en France, quand même, les premiers enfants GPA vont bientôt avoir 20 ans. Qu'en France, 85% des GPA sont faites aux USA et au Canada, c'est-à-dire dans des pays où il y a un long historique de cette pratique, une pratique qui est encadrée, qui est régulée et qui est respectueuse de toutes les parties. Même chose pour la PMA, 60% des Français soutiennent l'insémination artificielle pour celles qui n'y ont pas le droit aujourd'hui, les femmes seules et les couples homosexuels. Là encore, c'est un profond changement. En ce qui concerne maintenant la modification génétique des embryons humains, 80% des Français soutiennent son utilisation si c'est pour guérir les maladies les plus graves avant la naissance. En revanche, la même proportion, 80%, la refusent si c'est tout simplement pour améliorer certaines caractéristiques comme l'obésité ou la couleur des yeux. Chanel Petit pour Europe 1. Et l'autre enseignement de cette étude à lire dans La Croix ce matin, c'est la quasi-unanimité des Français, 89% favorables à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Écoutez l'émotion de Jean Mercier, 89 ans. En 2011, il a aidé sa femme à mourir. Il a ensuite mené son combat jusqu'à la Cour de cassation qu'il a finalement relaxé. C'était le mois dernier. Je suis ravi de voir que les esprits changent tout doucement. C'est comme l'avortement, ça a mis des années. Et je crois que ce moment est proche. Si c'est pas dans 2 ans, ça sera dans 3. Si c'est pas dans 3, ça sera dans 4. Ce serait vraiment un grand projet de société qui aboutit. De même sorte que la peine de mort, c'est des sujets très graves. Je n'aurais pas eu à passer par ces mauvais moments où je suis passé. S'il y avait une loi à ce moment-là, mon combat sera terminé quand on aura enfin quelque chose d'acceptable sur la fin de vie. Je pense qu'on a le droit d'avoir des enfants quand on veut et on a le droit de mourir au moment où on pense que la vie devient intenable. Jean Mercier, joint pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Et un site internet sera prochainement ouvert par le gouvernement pour recueillir l'avis des citoyens sur toutes ces questions bioéthiques. Rentrée studieuse pour les ministres ce matin qui entament 2018 par un séminaire gouvernemental à l'Elysée, le 4e depuis le mois de mai. Au menu, la réforme de l'État et les grands chantiers de l'année comme la réforme de l'apprentissage ou de l'assurance chômage. Ce matin, sur la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, le Premier ministre Édouard Philippe annonce une réunion avec les élus locaux à partir de vendredi ainsi que la semaine prochaine. Il en appelle également à une très grande sévérité judiciaire et pénale après l'agression des 2 policiers à Champigny-sur-Marne la nuit du Nouvel An. Les nationalistes corses ont pris le pouvoir dans l'euphorie hier lors de l'installation de la toute nouvelle collectivité unique. L'hymne de l'île de Beauté chanté dans l'hémicycle, mais pas seulement. Écoutez.
Ici, c'est un autre symbole, le chant des militants du FLNC, aux paroles quasi belliqueuses. Sunatelu cornu, sonnez le tocsin, le français ne peut que reculer. Le bras de fer est bien lancé. Les leaders nationalistes demandent un geste fort à Emmanuel Macron, qui est attendu à Ajaccio le 8 février pour un hommage au préfet Erignac. Et le nouveau président de l'Assemblée de Corse, donc Jean-Guy Talamoni, sera mon invité sur Europe à 8h15. Europe 1, il est 8h05. L'actualité économique à présent et la réforme qu'Emmanuel Macron veut ériger comme un symbole de son action pour le pouvoir d'achat. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Sébastien. Directeur du journal Les Échos. Ce n'est pas si fréquent, mais on va avoir une bonne nouvelle dès la fin du mois sur nos fiches de paye. Oui, regardez bien parce que vous aurez moins de cotisations sociales, maladie et chômage sur votre feuille de paye, un peu plus de CSG. Mais le résultat de cette bascule des cotisations sur la CSG, c'est que la dernière ligne, celle qui compte, celle du salaire net, va augmenter. 21 millions d'actifs du secteur privé vont y gagner. Alors combien? C'est proportionnel aux revenus, comme les cotisations, c'est logique. Pour un salarié au SMIC, le gain sera de 263 € par an. Pour quelqu'un qui gagne 2 SMIC, c'est-à-dire environ 3 000 € bruts par mois, ce sera un gain de 526 €. Pour un cadre supérieur à 5 000 €, ce sera près de 900 € par an, et ainsi de suite. Si on vous écoute, ça veut dire que le coup de pouce profitera davantage aux classes moyennes et supérieures. Ce sont celles qui payent aujourd'hui de très loin le plus d'impôts. Il y a donc une forme de rééquilibrage, mais l'objectif de cette bascule n'est pas là. Il est de rendre le coût du travail moins élevé. Vous savez qu'à cause des cotisations, justement, il est l'un des plus élevés d'Europe. C'est ce qui fait que pour un même salaire net de 3 000 €, un cadre français coûte 1 000 € de plus à son employeur qu'un cadre allemand. C'est ce surcoût des cotisations qui pénalise l'emploi en France, et c'est le but du basculement sur la CSG. C'est ce qui explique aussi que les retraités ne soient pas concernés. Ils sont les perdants de la réforme qui vise les actifs, les salariés du privé. La réforme, je le rappelle, est neutre pour les fonctionnaires. L'éclairage de Nicolas Barré, le directeur du journal Les Échos. Merci. Peut-on parler d'un coup de froid diplomatique entre la France et l'Iran? Après 6 jours de contestation et 21 morts chez les manifestants, Emmanuel Macron a téléphoné au président iranien Hassan Rouhani hier soir pour l'appeler à la retenue. Bonjour Jean-Sébastien Saldaini. Bonjour. Première action immédiate, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian n'ira pas à Téhéran. Oui, pourtant très attendue, cette visite a été décalée. Elle devait se faire ce week-end, mais pour l'instant, aucune date fixée. C'est ce qui ressort d'un coup de fil hier soir entre Emmanuel Macron et Hassan Rouhani. Un coup de fil, mais pas la même interprétation des deux côtés du téléphone. Le président iranien a fait savoir par le biais de la télévision d'État qu'il tenait les Moudjahidines du peuple pour responsables des troubles en Iran. Les Moudjahidines du peuple, c'est une organisation d'opposition exilée en France. Téhéran la considère comme terroriste. Et à ce titre, voilà ce qu'a dit Hassan Rouhani à Emmanuel Macron. Nous attendons du gouvernement français qu'il agisse contre ce groupuscule. Nous critiquons le fait qu'ils aient une base en France. À l'Élysée, lecture tout à fait différente dans un communiqué 2 heures après l'entretien. Le coup de fil était prévu depuis quelques jours. Avant le début des manifestations, le président français dit avoir encouragé son homologue à la retenue. Ils ont bien évoqué l'accord sur le nucléaire, l'Irak ou la Syrie, mais aucune mention, aucune référence aux injonctions d'Hassan Rouhani sur les Moudjahidines du peuple. Jean-Sébastien Saldaini, merci beaucoup. Et vous parliez justement des Moudjahidines du peuple, ces opposants directement mis en cause. Eh bien, écoutez, l'un de leurs membres, Afshin Alavi, fait partie du Conseil national de la résistance iranienne. Ces propos de Rouhani démontrent et relatent de manière très claire la frayeur du régime des mollahs, de l'étendue du soulèvement en cours en Iran contre la dictature religieuse qui sévit là-bas. Tout se passe aujourd'hui à l'intérieur de l'Iran, ce mouvement du peuple iranien qui réclame la justice, qui réclame la liberté et la démocratie pour l'Iran. Donc essayer de trouver des causes extérieures, c'est une manière de se dérober et de ne pas répondre aux attentes du peuple iranien aujourd'hui. Propos recueillis par Jean-Jacques Herry pour Europe 1. La Corée du Nord va rouvrir un canal de communication avec Séoul. Le téléphone rouge qui relie les capitales des deux Corées va être rétabli par le leader nord-coréen Kim Jong-un, qui veut notamment ouvrir le dialogue sur la question de la venue des athlètes de Pyongyang aux Jeux Olympiques d'hiver organisés en Corée du Sud. Après Carmen, voici Éléonore. La 4e tempête de l'hiver a touché la France ce matin avec des vents à plus de 140 km/h sur les côtes. 49 départements sont maintenus en vigilance orange. Caroline Philippe, vous êtes à Dieppe pour Europe 1. Le vent, on l'entend, souffle très fort depuis le début de la nuit. Et ça souffle toujours très fort ce matin, comme vous l'entendez derrière moi sur la promenade qui longe la plage. C'est très difficile de se tenir debout. J'en ai fait l'expérience et Joël le confirme. Il est livreur de journaux. Il peine à sortir de sa voiture. C'est pas évident. Il faut mieux se tenir accroché. On ressent une appréhension au cas que quelque chose vous tombe sur la figure. Être emporté aussi, parce que vu les rafales. Et dans le centre-ville, les guirlandes de Noël s'agitent. Quelques poubelles se sont envolées. Et dans les rues, pas grand monde de sortie pour cause. Les rafales ont dépassé les 120 km/h cette nuit. Beaucoup donc restent confinés chez eux, comme Laure qui a eu très peur.
C'est la première fois que je me réveille en sursaut avec la maison qui tremble. Et donc en l'occurrence j'habite face à la mer et là ça a vraiment secoué ce matin. Et la maison vibrait, c'est exceptionnel. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit en l'occurrence. Les pompiers sont sortis une soixantaine de fois sur le département de la Seine-Maritime, essentiellement pour des arbres couchés sur la route. La Seine risque de déborder près de Rouen et Elbeuf. Prudence donc à la mi-journée au moment où la mer sera haute, ce qui pourrait aussi entraîner des vagues submersion. Et par mesure de sécurité, le pont de Normandie est fermé à la circulation dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre. Caroline Philippe en direct de Dieppe pour Europe 1. Vigilance également accrue dans les Alpes ce matin. Changer le visage de la Seine-Saint-Denis grâce au livre. La ville de Bondy s'apprête à ouvrir sa première librairie. Il n'y en avait plus depuis des années et le chiffre est effarant. Il n'en existe que 14 à l'échelle de ce département peuplé d'1,5 million d'habitants. Le projet a été vite adopté par les habitants. Reportage de Justin Morin. Les travaux se poursuivent, mais le carrelage aux couleurs chaleureuses donne déjà une idée de l'atmosphère souhaitée par les deux nouvelles libraires, Clara da Silva et Audrey Neveu. Sur votre droite, vous aurez tout le coin polar. Face à vous, toutes deux habitantes du 93, leur choix militant s'est rapidement arrêté sur Bondy, sans librairie depuis 7 ans. Tous les jours, on a plusieurs dizaines de personnes pour nous dire quel bonheur de vous voir arriver, ça manquait terriblement, vraiment. On avait aussi envie de changer un peu l'image du 93, de dire que la culture a ses droits partout. Ce qui est important aussi, voilà, c'est de dire aux gens que la culture c'est sérieux, puis ça ne l'est pas non plus, quoi. Rompre avec la crainte ressentie par certains habitants de passer la porte d'une librairie. Avec l'aide de la mairie, l'aventure a donc commencé dès le mois dernier avec une petite boutique sous chapiteau accueillante installée face à l'hôtel de ville. Neila, une jeune du quartier, se souvient de sa première rencontre avec les deux libraires. Ils étaient sous une tente, je suis allée voir un peu ce qui s'y cachait et j'ai trouvé sympa. Et c'est cool parce que nous, les librairies ils sont pratiquement loin de chez nous et il faut prendre la voiture et là c'est à 2 pas d'ici, quoi. Son père, lui, n'aura plus à faire l'aller-retour jusqu'à la Fnac de Rosny. Moi, je vois ça mieux que d'avoir un grec ou un café ou un bar. Je préfère ça. Alors Audrey et Clara le reconnaissent, la mairie a tout fait pour qu'elle s'installe ici. Un loyer avantageux, une aide à se faire connaître, à monter un dossier solide. Il faut le dire, la Seine-Saint-Denis manque cruellement de ce commerce de proximité. Le chiffre est éloquent. Sylvine Thomasin est la maire socialiste de Bondy. C'est terrible. 14 librairies pour 40 villes, pour 1,5 million d'habitants. C'est juste terrible. Et même si vous allez à la Fnac, en Seine-Saint-Denis, vous verrez que le rayon livre est devenu un peu la portion congrue par rapport aux écrans, aux DVD. Il faut se battre contre ce penchant. Moi, je ne veux pas qu'il soit irréversible. Et l'ouverture de cette librairie est un moyen d'y parvenir. Exposition, rencontre avec des écrivains, lecture. Ces deux fondatrices ont beaucoup d'idées pour en faire un nouveau lieu de vie du quartier. Justin Morin à Bondy pour Europe 1. On termine avec l'une de ces belles histoires que nous offre la Coupe de France de football. Le Petit Poucet, cette année, se trouve en Alsace et cela fait un siècle qu'un aussi petit club ne s'était pas hissé à ce niveau. Les 32e de finale. Le FC Steel, qui évolue en 8e division, reçoit dimanche un club de Ligue 1, 3. Steel, c'est un village de 1800 habitants près de Strasbourg. Reportage à l'entraînement avec Arthur Elmbaché. Le boulanger passe le ballon au grutier, le cariste intercepte. Début de l'entraînement au stade du village, ambiance bande de copains, ça rigole. Et pourtant, il y a 5 minutes dans le vestiaire, le coach disait ceci sur le match de dimanche. Je vois des têtes bien joyeuses et bien radieuses. Tout le monde participera à cette fête. Mais moi, prendre 8-0 ou 7-0, ma fête, elle sera gâchée. Et l'objectif, ça sera pour gagner et pas pour faire la foire. Ok ? Hop, on y va. Il y a 7 divisions d'écart entre Steel en Régional 3 et son adversaire de Ligue 1 historique en Coupe de France. Ça ne décourage pas l'attaquant Maxime. Ah, pas du tout, c'est ce qui est beau, le miracle. Au contraire, ça motive. Vous avez fait un entraînement intense pendant toutes les vacances ? Tout le monde, je pense, on a essayé. Il y en a même qui ont perdu du poids, donc pendant les fêtes, c'est pas facile. Ils ont réussi, donc j'ai fait attention à pas trop boire par rapport à d'habitude, mais bon, avec quand même, on a gardé notre façon de vivre, on a quand même un peu bu. Dans le clubhouse, Denis Soupir, le président du FC Steel, essaye d'organiser les choses. Quand on reçoit la procédure de la fédération et quand on commence à lire, on commence déjà à transpirer. Donc après, il y a beaucoup de monde qui nous aide, des copains à nous, et certains ont pris des congés pour nous aider, donc ça va, mais c'est dur. Dimanche, on attend 2600 personnes dans le petit stade de Molsheim, juste à côté d'ici. Steel, Arthur Elmbaché, Europe 1. Merci Arthur Elmbaché et merci à vous Sébastien Krebs pour le journal de 8h. Europe.